Général, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers amis, depuis 2 ans, la France est engagée dans un cycle commémoratif à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'année 2016 a été marquée par le souvenir de l'effroyable bataille de Verdun. 2017 le sera par la tout effroyable bataille du chemin des Dames. On peut interroger dans le présent les enjeux, les vertus de telles commémorations qui n'ont rien de vaine. Au contraire, nous aurions tort de sous-estimer leur importance car elles font écho et sont une réponse aux inquiétudes, aux incertitudes qui traversent aujourd'hui notre pays. Commémorer, se souvenir collectivement d'un passé tout à la fois glorieux et tragique, c'est déjà faire société, c'est entretenir la nation en rappelant les combats pour lesquels nous nous sommes unis autrefois et les valeurs que nous avons encore à défendre dans l'avenir. C'est ce dont est venu nous parler ce soir le grand rabbin Haïm Korsia, qui nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence à Issy-Moulineaux. Théologien, historien, spécialiste des questions militaires et géostratégiques, vos multiples compétences, associées à un attachement intransigeant aux valeurs républicaines, vous ont acquis le respect unanime de vos pairs, des milieux intellectuels et du grand public. Preuve de cette reconnaissance, vous avez été élu en 2014 grand rabbin de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je vous remercie très sincèrement, cher Haïm Korsia, d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence consacrée à l'engagement de la communauté juive dans la Grande Guerre, et je salue également Philippe Ross, général le corps aérien, qui s'est associé à cet événement. Dans le prolongement du thème de ce soir, ajoutons que notre hôtel de ville accueille jusqu'au 10 décembre une exposition intitulée 1914-1918, les Juifs dans la tourmente. S'intéresser au rôle de la communauté juive dans la Grande Guerre, autant qu'à la cohésion de la société française au sortir de la Belle Époque, alors que l'antisémitisme commence à prospérer, n'est pas anodin. Rappelons que la nation est une communauté de destin, comme l'a parfaitement défini Ernest Renan il y a plus d'un siècle. Ernest Renan qui faisait ses études au séminaire d'à côté. Vous le saviez tous. Ce sont des hommes et des femmes qui partagent la volonté de faire société ensemble par-delà toutes leurs différences et tous leurs intérêts particuliers. Au cœur de cela, il y a la République, l'ordre institutionnel, qui garantit le maintien de cette cohésion, le respect des principes communs, l'égalité entre tous les citoyens et leur soutien mutuel, même face aux plus grandes catastrophes. Nous pouvons surmonter les pires épreuves lorsque nous ne cédons pas au poison de la division, au reniement de nos valeurs, à l'irrationnelle tentation de la haine. La France a appris à ses dépens que si la République s'éclipse et que si le désir de faire société s'affaiblit, alors commence l'infamie et la terreur, comme en 1940 avec le régime de Vichy. A l'inverse, la nation, à travers la République, a su faire bloc entre 14 et 18 pour soutenir l'effort de guerre, soutenir nos soldats au prix de souffrances inqualifiables. Elle a fait bloc aussi en janvier 2015, en novembre 2015, en juillet 2016, face au déferlement de barbarie à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, au Bataclan, à Nice, à Saint-Étienne-du-Rouvray. À un siècle de distance, la même mobilisation, la même colère devant le meurtre de citoyens innocents et la même solidarité pour faire échec à la volonté de destruction dirigée contre nous. Le passé est riche d'enseignements, en particulier la Première Guerre mondiale, puisqu'elle a concerné et endeuillé chaque famille sans distinction, qu'elle est un héritage toujours sensible dans la mémoire et le cœur de tous les Français. Dans les tranchées, dans cet enfer hors du temps et du monde où la mort était omniprésente, tous les hommes étaient égaux, sans distinction de race, de religion, de classe sociale. L'instituteur des Pyrénées, le rabbin de Paris, le tirailleur sénégalais, tous compagnons du même calvaire, se soutenant, s'entraidant, partageant les mêmes angoisses, le même désir de survivre. Vous avez raconté dans un article, cher Haïm Korsia, l'un de ces épisodes qui nous permettent de garder foi en l'humanité, car l'humanité sait être grande au milieu de l'horreur. C'est l'histoire du grand rabbin Abraham Bloch, aumônier israélite, sur le front de 1914, qui s'efforça de trouver une croix pour réconforter un soldat catholique à l'agonie.
Cet acte est le symbole d'une fraternité qui dépasse les frontières religieuses, d'un humanisme qui tente d'apaiser tous les désespoirs. Ils furent tous les deux tués par le même obus. Comme tous nos soldats, ils ont souffert et sont morts ensemble, côte à côte. Ils reposent ensemble pour l'éternité, dans ces ossuaires, dans ces prés où s'alignent les croix blanches. Les Français juifs, comme tous les autres citoyens, ont payé le prix du sang lors de cette guerre dont l'ampleur ne laisse pas de nous horrifier un siècle plus tard. Tous les morts sont honorables et c'est à eux tous que nous rendons hommage lors de nos commémorations. Les vivants ont encore la lourde tâche de ne pas oublier cette histoire et de ne pas abîmer la nation pour laquelle ils se sont sacrifiés. Je ne peux donc que saluer l'engagement constant et sincère du grand rabbin Haïm Korsia en faveur de la fraternité entre toutes les communautés religieuses de France, toutes réunies au sein de la communauté nationale. Cet esprit de dialogue, de concorde, nous est cher à Issy-Moulineaux, comme vous le savez. Nous continuerons inlassablement à rappeler ce message qui est la réponse de la civilisation à l'obscurantisme des fanatiques. Je vous cède désormais la parole. Je vous remercie chaleureusement une nouvelle fois, Monsieur le Grand Rabbin, pour votre présence. Bonne soirée à toutes et à tous. Cher Monsieur le maire, merci beaucoup pour cette présentation et vous avez en quelques phrases tellement bien défini le sujet. Et puis ce lieu tout à fait particulier, d'abord c'est assez émouvant de nous retrouver dans la salle des délibérations du conseil municipal, mais également symboliquement ce lieu a quelque chose de magique parce qu'on se rend compte que l'histoire, les scories de l'histoire peuvent recouvrir un passé extraordinaire. Et le maire m'expliquait il y a quelques instants que cet espace, y compris ce qui sert de cloître, avait été recouvert, oublié. Et c'est en creusant, en décidant de creuser pour faire cette salle, que vous avez retrouvé le cloître. Et c'est peut-être cette démarche qui me semble assez extraordinaire, d'être capable, mes chers amis, d'aller creuser, d'aller chercher ce que l'histoire nous dit de nous. Et de le faire ensemble. Cette salle est à quelque chose, avec vous tous et vous toutes, à quelque chose de miraculeux. J'allais dire que si un jour on imagine le paradis, ce sera comme ça. Des prêtres, des rabbins, des pasteurs, des curés, des imams, des personnes, hommes et femmes, qui n'ont pas forcément un engagement spirituel, mais qui croient dans le partage. Et autour, ça se construit autour d'un sujet qui évidemment me tient à cœur, mais bien au-delà, que vous avez parfaitement défini par deux phrases. La première, en disant que cette guerre de 14 a touché chaque famille de France. Et c'est tellement vrai que lorsque on a lancé les grandes commémorations, donc nous étions en 2014, et c'était 2013, la fin 2013, décembre 2013, on a lancé à la grande bibliothèque François Mitterrand les débuts qui allaient annoncer la première année de commémoration de la Grande Guerre. Et c'était une cérémonie assez bouleversante où d'abord il y avait présenté les mitrailleuses. C'est que les mitrailleuses ont commencé leur terrifiante besogne pendant la guerre de sécession. On avait envoyé des militaires voir comment ça fonctionnait ce truc. Et on en a eu pendant la guerre de 14. Et donc il y avait exposé à la grande bibliothèque François Mitterrand les deux mitrailleuses, les mitrailleuses allemandes et les mitrailleuses françaises. C'est terrible de se dire que les militaires, l'infanterie qui ne connaissait pas, ou connaissait peu, envisageait mal les dégâts causés par ça, se sont confrontés à cet outil. Puis il y avait un mur, haut d'à peu près cette hauteur-là, et qui faisait à peu près 4 mètres, 5 mètres de large. Un mur entier recouvert de petits papiers à peu près de cette taille. Imaginez. C'était les avis de décès de tant et tant de soldats de cette guerre, les avis de décès, les notifications de décès. Et donc, je me mets à genoux et je commence à regarder en bas. Je regarde, première rangée, je lis les noms, les prénoms, les âges, le moment de la mort.
monte, je continue à regarder, et quand j'arrive vraiment, j'ai presque dire un miracle, c'est quand j'arrive exactement à la hauteur de mes yeux, je tombe sur l'avis de décès de celui que je découvrirai être plus tard mon arrière-grand-oncle, et je crois, Élie, que c'est ton arrière-grand-oncle, toi. Il y a un étage de moins, qui s'appelait Corchia, même si moi je m'appelle Corsia, mais vous savez, l'état civil peut être variable parfois sur ces questions de nom. Et donc Avram Corchia, deuxième classe, qui était au 83e régiment d'infanterie, numéro matricule, la classe 1911, au centre de recrutement de Oran, est mort pour la France le 22 août 1914, à Gébonville en Belgique, tué à l'ennemi. Le 22 août, c'est le jour le plus meurtrier de toute la guerre. Il y a eu 32 000 morts ce jour-là. Et ça m'a bouleversé parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, mais c'est pour vous dire que vraiment votre phrase est tellement juste. Chaque famille de France a été touchée. Quelques jours plus tard, je suis dans une conférence des communautés, je crois du 94 c'était. Et quelqu'un vient me voir en me disant, mais voilà, je m'appelle Corchia. Comme je venais de découvrir ce document, je lui dis, mais vous connaissez Avram Corchia? Et il me dit, celui qui est mort à la guerre? Oui, c'est mon oncle. Comment votre oncle? Comment votre oncle? Il m'explique qu'en fait, ce Avram était fiancé à une jeune fille. Il est parvenu de la guerre. C'est donc le frère de ce Avram qui a épousé celle qui était fiancée à son frère. Et donc, lui, enfant de la fiancée d'Avram, mais épouse du frère d'Avram, et donc le neveu de cet Avram. Et donc, c'était un petit cousin. Chaque famille est touchée. La deuxième chose que je trouvais très touchant dans ce que vous avez présenté, cher monsieur le maire, c'est cette idée de l'engagement des Juifs pour la France. Et quand je vois notre ami Louis-Alain Roche, qui est le président du Mémorial X, c'est-à-dire ceux qui portent la mémoire des polytechniciens, et on a fait une cérémonie récemment à la mémoire de tous les polytechniciens morts. Et j'ai trouvé un document assez bouleversant qui est ce qu'on appelle en hébreu une mappa. Qu'est-ce que c'est une mappa? C'est un tissu avec lequel on serre le rouleau de la Torah pour le fermer avant de mettre dessus un manteau. C'est donc vraiment l'objet qui est en contact avec la Torah. Et en Alsace, il y avait une hypertrophie du patriotisme, disons, comme tous les Alsaciens, privés du contact avec la mère patrie pendant quelques années. Certains d'ailleurs ont quitté, comme la famille Debray, qui a décidé de quitter pour venir dans la France de l'intérieur. Et regardez cette mappa, donc, qui figure au musée du judaïsme en Alsace. À la France immortelle, nos cœurs pour l'aimer, nos bras pour la défendre, nos vies pour la servir. Voilà ce qui est marqué sur le rouleau de la Torah, dans les synagogues. C'est un exemple, mais il y en a tant et tant de ces objets décorés avec des tableaux, des drapeaux. C'est quelque chose d'assez émouvant. Et ça répond, et c'est en cela que votre présentation était très touchante, ça répond à une grande question qui a fait débat après la Première Guerre mondiale. Les Juifs étaient planqués. Les Juifs ne se sont pas engagés. Disait l'extrême droite, la droite maurassienne, les camelots, les ligueurs. C'était non seulement faux, mais une insulte. Et donc il y a eu deux mouvements très importants. Le premier qui a consisté à ouvrir des livres par communauté, de faire en sorte que dans chaque synagogue de France, et on l'a vu à Verdun récemment avec nos amis, mais dans chaque synagogue, il y a une plaque à la mémoire des Juifs de la communauté morte pendant la Première Guerre mondiale. Et chaque synagogue a des plaques. Comme dans chaque village, on a tenu à mettre un monument aux morts. Ce mouvement de construction de monuments arrive à un moment de notre histoire où, en réalité, il y a une guerre où tout le monde est mobilisé. Et dans les synagogues, c'est la même chose.
Premier mouvement. Deuxième mouvement, donc les livres. On écrit des livres où on rappelle la vie. Et ce Manuel, qui est le secrétaire général du Consistoire de Paris, publie un livre en 1921 dans lequel il essaye de recenser l'ensemble des personnes dont on peut établir par le nom, le prénom, l'origine, l'engagement dans une communauté, qui font partie de la communauté juive, parce qu'on ne peut pas le savoir, forcément. L'armée ne tient pas compte de cela dans sa façon d'inscrire ses soldats, mais on le sait par le travail communautaire. Un livre dans lequel on trouve le nom, le prénom, l'origine et une petite histoire de chacun dans la mesure où on peut trouver. Et troisième mouvement qui va prendre un temps fou, construire un monument d'hommage national. Ce monument, et c'est un côté tragique, va être inauguré par le ministre des anciens combattants qui s'appelle Campinki, quelqu'un qui a un lien fort avec une île tellement chère au cœur des plus français d'entre nous. Cet homme va inaugurer ce monument à Douaumont en 1938. C'est-à-dire à peine 1 an et demi avant le statut terrible des Juifs. Ce monument venait témoigner, oui, les Juifs se sont engagés pleinement dans la Première Guerre mondiale. Mais ce monument, tout comme le monument de chacune des synagogues, était une façon non pas simplement de dire au judaïsme et de dire à la nation présente à ce moment-là, mais c'est une façon de dire à l'histoire. Et de manière étonnante, le monument de Douaumont a été protégé, il a été caché par du bois, des éléments, pour que les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne le détruisent pas, alors que les Allemands ont détruit tant et tant de monuments. Monument en Bretagne, monument... il y a un canon qui a voyagé 4 fois entre la France et l'Allemagne, chacun voulant se l'approprier, le reprenant, qui a été un objet de traité entre le président Mitterrand et c'était Kohl, je crois. Ce qu'on voit, c'est que il s'agissait de parler à l'histoire. Ces monuments devaient parler à l'histoire pour dire les Juifs ont participé à la construction de ce qu'est la France dans ces temps de souffrance. Et en réalité, et pardon de le dire, c'est le seul hiatus que j'aurais porté à la remarquable exposition qui se trouve en ce moment en vos locaux, c'est que cette exposition, dans une planche, très, très belle d'ailleurs par ailleurs, met en doute l'idée de fraternité, fraternité des religions. On peut toujours trouver tel ou tel exemple qui dit là c'était que de façade. Mais ce qui est évident, clair, c'est que les religions se sont rencontrées dans les tranchées. Parce qu'il n'y avait aucun lien entre les cultes. Aucun. Il faut savoir que nous étions juste après la grande brisure de la loi de 1905, où chacun vivait complètement de son côté, et où personne ne se connaissait. Chacun vivait sur des préjugés par rapport à l'autre, chacun. Et on le voit avec la pièce magnifique qui s'appelle La Maison du Bon Dieu de Edmond Flegg, qui date de 1921. Oui, 21. Edmond Flegg présente un rabbin, un pasteur, un prêtre et un musulman. Pourquoi un musulman et pas un imam ? Parce qu'il n'y avait pas d'imam dans les armées françaises à cette époque. J'ai découvert le document aux archives historiques de Vincennes où le haut quartier général demande est-ce qu'on instaure un poste d'aumônier musulman, et la réponse c'est compte tenu des pratiques cultuelles des musulmans, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui lead, qui dirige les offices, et donc on va considérer que n'importe lequel des soldats musulmans peut diriger l'office. Donc on répond en 1915 qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'aumônier musulman, ce qui n'empêchera pas la République de construire la mosquée de Paris pour remercier les soldats musulmans de leur engagement pour défendre la patrie. Mais Edmond Flegg, dans cette pièce qui s'appelle La Maison du Bon Dieu, dit une phrase, là encore, monsieur le maire, vous avez raison, une phrase que nous devrions être capables d'entendre encore aujourd'hui. Il dit, il fait dire à l'un des trois, parce que les trois parlent, ils sont ensemble, et il fait dire à l'un d'entre eux, ce que nous avons construit dans la souffrance des tranchées,
nous devrions être capables de le construire dans la fraternité retrouvée de la paix. C'est quelque chose de très actuel. Pourquoi on a besoin de souffrir pour nous retrouver? Pourquoi il a fallu attendre les morts de Charlie Hebdo, les morts policiers, les morts de l'hypercachère pour lancer cette marche du 11 janvier 2015? Pourquoi? Est-ce qu'on ne pourrait pas un jour se retrouver simplement sur cette idée de fraternité sans avoir avant à souffrir? Et c'est l'idée finalement de ces hommes, parce qu'il n'y a pas encore de femmes, quelques femmes, mais ce sont surtout les guerres de 14, ce sont surtout les hommes qui s'engagent, chacun à sa façon, chacun avec son cheminement, chacun avec son histoire. Vous parlez du Grand Rabbin Bloch. Le Grand Rabbin Bloch, c'est extraordinaire. C'est un exemple typique, très fort. Le Grand Rabbin Bloch était grand rabbin à Alger. Il arrive à Alger et il est victime d'un attentat à la bombe antisémite. Le maire d'Alger, comme plus tard le maire d'Oran, en Algérie, seront élus sur un programme dit antisémite. Ce n'est pas un programme où il y a un peu d'antisémitisme. C'est un programme revendiqué comme antisémite. Donc, il subit un attentat à la bombe. Il quitte Alger. Il se maintient, il reste à Alger, mais il finit sa mission à Alger. Il devient grand rabbin de Lyon. Il n'a pas besoin d'être mobilisé, mais il décide, puisqu'il a beaucoup d'enfants, je crois qu'il a 5 enfants, et il décide de partir à la guerre malgré tout. Donc il contourne les choses, non pas pour échapper à sa mobilisation, mais pour au contraire revendiquer sa mobilisation. Et vous verrez que c'est une constante. Quand il le fait, il est affecté donc, sur le front des Vosges, et le 29 août 1914, effectivement, il est sur la ligne de front. Je suis allé à cet endroit pour voir l'endroit. On a organisé une cérémonie pour les 100 ans de sa mort. Le col d'Arnozel, c'est un petit col dans les Vosges, pas très haut. Et c'était la ligne de front. Il y a une stèle à sa mémoire. Il y a beaucoup de soldats agonisants, morts. Et il y a un soldat qui voit passer un padré. Nous, dans les armées, en particulier dans l'armée de l'air, on dit qu'on est padré. Moi, ça ne me gêne pas d'être appelé padré. Je trouvais que c'était très touchant, respectueux, affectueux. Donc voilà. On pourrait gloser. Je vais démontrer au padré que je fais du benchmark. J'étudie la concurrence, puisque je crois que dans les évangiles, il est écrit Jésus dit aux pharisiens, au peuple, ne faites pas comme les pharisiens, ils se font appeler père, maître. Ils ne cherchent que les honneurs. Ils sont assis au premier rang du conseil municipal. Non. Deuxième rang, ça va, alors ça va. Ça va. Non, ils sont assis au premier rang des synagogues, marqué comme ça. Mais bon, c'est l'appellation dans les armées, le padré. Et donc, ce soldat agonisant voit un padré passer. Il le voit, il lui demande un crucifix. Et le rabbin n'a pas de crucifix sur lui. Donc il va au village, il trouve un crucifix, et il le ramène au soldat agonisant, et les obus continuent à tomber. Et ils meurent effectivement tous les deux. Il y a un prêtre qui n'est pas très loin, qui voit cela. C'est pas un hasard, je vous une parenthèse. En dehors des soldats de l'infanterie, qui ont eu un taux de perte terrifiant, en pourcentage, le corps des armées qui a le plus subi de pertes, ce sont les aumôniers. En pourcentage. Parce qu'ils étaient au front. Je pense par exemple au père Brotier, bon, qui n'est pas mort, mais le père Brotier, dont l'autel est conservé par les apprentis d'Auteuil, dont l'uniforme a été présenté il y a quelques semaines en mairie, le 11 novembre, à la mairie de Versailles, faisait partie de ces aumôniers et des séminaristes, beaucoup de séminaristes, qui se sont engagés comme brancardiers, parce qu'ils ne pouvaient pas tous être dans le corps des aumôniers, mais ils se sont engagés en masse. Ce qui a fait beaucoup d'ailleurs pour la reconnaissance, parce que je vous ai parlé des critiques contre le judaïsme, mais il y a eu la rumeur infâme, on appelle ça comme ça, qui a accusé les prêtres, les religieux, de ne pas avoir pris part au combat. Et il a suffi de donner la liste et les noms des morts pour arrêter net cette rumeur infâme. Mais cette histoire du Grand Rabbin Bloch est devenue quelque chose, un point extraordinaire de la construction de la fraternité. Au point que, et ça c'est très touchant, parce que c'est très fort, au point que Maurice Barrès,
il n'y a pas d'équivalent à ce que serait aujourd'hui Maurice Barrès. Ce serait à la fois, ce serait Bernard Lévy, plus Finkielkraut, imaginez tous les grands penseurs, les grands intellectuels ensemble. Quelqu'un qui fait l'opinion. Il y a peut-être eu Mauriac dans les années 50 qui avait ce rôle d'établir une chose. Maurice Barrès, qui avait une certaine distance avec le judaïsme, c'est le moins qu'on puisse dire, disons, alors on va le dire différemment, qui n'était pas le plus philosémite des penseurs français. Maurice Barrès, en 1917, écrit un livre qui s'appelle Les diverses familles spirituelles de la France. Nous sommes encore dans la guerre. Et dans ce livre, il explique que ce geste-là du grand rabbin Bloch est le geste ultime de fraternité que la France permet. C'est quelque chose d'incroyable. Le grand rabbin Kaplan, dont je vous parlerai dans quelques instants, montrait le pendant de l'acte du grand rabbin Bloch, c'est que à Vendôme-les-Nancy, à côté de Nancy, il y avait une synagogue en feu, et l'archiprêtre Flory est rentré dans la synagogue en feu pour aller sauver les rouleaux de la loi. Et il les a sauvés. Donc là, on a montré qu'on pouvait mourir chacun pour la cause de l'autre, et en fait pour une cause qui dépasse la cause de l'autre, pour une cause qui s'appelle la France. Et dans la pièce de Flegg, ce qui est magnifique, c'est cette idée que si on a pu le faire pour mourir, on pourrait le faire pour vivre. On pourrait vivre pour la cause de l'autre. Si je prends l'exemple de Bloch, c'est que, à travers lui, c'est un rabbin, il y a eu toute une forme de valorisation, d'iconographie autour de cet acte, au point que certains ont considéré qu'il était tellement extraordinaire qu'il était mythique. Mais personne n'est allé voir le pasteur. C'est un pasteur qui écrit à la veuve de Bloch pour lui dire voilà comment ça s'est passé. On n'est pas à cette époque, en 14, nous ne sommes pas allés à notre époque où il y a une forme de storytelling, où on raconte des belles choses parce que ça plaira au peuple. C'est le pasteur qui annonce. J'ai vu un document identique, le grand rabbin Libert est mobilisé, il est mobilisé et il a un travail horrible qui consiste à noter l'endroit où sont morts les soldats, l'endroit où on les enterre à la va-vite, tout de suite, puis prévenir les familles de la mort de leurs frères, de leur époux, de leur fils, de leur père. C'est quelque chose de terrible. Il n'a pas pu supporter. Après la guerre, il n'a plus jamais pu prendre de communauté et il s'est consacré à la direction de l'école rabbinique. J'ai vu ce document. C'est un livre. Et j'ai vu un autre document identique tenu par le rabbin Kamoun pendant la guerre d'Algérie avec la même chose. Tel soldat enterré à tel endroit pour qu'ensuite les familles qui le veulent puissent reprendre le corps dans les sépultures familiales. Donc c'est quelque chose de terrible. Mais il y a d'autres exemples. Évidemment, il y a d'autres exemples. Et je pense notamment, je voudrais prendre un cas pour rendre hommage au général Ross, qui est le cas de Nissim de Camondo. Nissim de Camondo renvoie à quelque chose d'assez terrible, magnifique et terrible, quand le nom de quelqu'un s'éclipse derrière une raison sociale. Tout le monde sait que 63 rue de Monceau, il y a un musée Camondo. C'est magnifique. Un musée sur l'art et les meubles du XVIIIe siècle. Mais tout le monde a oublié que Camondo, c'est un nom d'une famille. Tout le monde l'avait oublié, disons, juste pour être honnête, jusqu'au livre de Pierre Assouline, qui s'appelle Le dernier des Camondo. Et tout le monde a oublié cela, et tout le monde a oublié le drame du fils de ce Moïse Camondo, qui s'appelait Nissim de Camondo, qui est un soldat, la Première Guerre mondiale, mobilisé, qui aurait pu, comme on disait à l'époque, être planqué, notamment parce qu'il travaillait dans la banque familiale, et il décide de s'engager. Il est, comme tout le monde, dans l'armée de terre. Il n'y a pas d'autre armée que l'armée de terre à l'époque. Il y a aussi la royale, mais bon. Il s'engage dans l'armée de terre, il est blessé, et comme beaucoup de dandys de l'époque, il se passionne pour l'aviation naissante, et il s'engage dans l'arme de l'aviation de l'armée de terre. De l'armée, et pas d'armée de terre, l'armée. Le 5 septembre 1917, il assume sa mission.
la mission de l'aviation naissante, alors peut-être que le général nous donne des éclairages un peu plus précis, mais c'est pas le bombardement, on comprendra plus tard. Le bombardement consiste à jeter des grenades sur la gare, par exemple, ou sur un dépôt. Première mission de l'aviation, c'est de régler les tirs d'artillerie. Donc, il est sur un avion qui s'appelle un Farman 40. Alors, je sais qu'ici, les Moulineaux est une grande ville aéronautique, puisque sur ce qui est l'héliport maintenant, Premier vol, Farman. voilà, il y a eu le premier vol Farman a lieu chez vous ici. Mais je vous suggère, sur un malentendu, d'aller au musée de l'air et de l'espace au Bourget et voyez ce qu'est un Farman 40 et je vous paye si vous acceptez de monter là-dedans pour voler. C'est à peu près une baignoire en carton. Bon, en carton, c'est de la toile. Il m'a dit non, ça va, c'est de la toile, ça va. Non, j'ai dit en carton, il a dit non, c'est de la toile. Bon, tu vois pas. Donc c'est une genre de baignoire, à peu près cette forme, en toile. 2 places, biplan, donc 2 ailes, et un truc très léger sur lequel on tire comme on veut du sol, comme on veut d'un autre avion. Il est avec un mitrailleur qui s'appelle Lucien Desessarts, et il fait sa mission. Et le 5 septembre 1917, il est en vrille, il est touché par un ennemi, et il tombe du côté allemand. Ils meurent tous les deux. Et les Allemands, en constatant qu'il est lieutenant, lui rendent des hommages militaires, et il l'enterre sur place. Son père mettra des années, en 19, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu un gros souci pour récupérer les corps, avec des trafics, des exhumations nocturnes, enfin il y a eu des histoires horribles. On en a reparlé de cela avec le prix Goncourt d'il y a 2 ans. Mais Camondo, donc le père, voit son fils disparaître et c'est terrible parce que c'était son fils, il voulait lui transmettre la banque, ses affaires. Il lui reste une fille, qui s'appelle Fanny. Donc, s'appelle Béatrice, pardon. Elle a un fils qui s'appelle Fanny, une fille qui s'appelle Fanny et un autre garçon. Elle a ses enfants avec Léon Reynac, qui est le fils du grand Théodore Reynac, membre de l'Institut. Donc son frère meurt en 5 septembre 1917. Elle est arrêtée à Paris, alors que son mari, Léon Reynac et les 2 petits, sont arrêtés en passant la ligne de démarcation vers Salis de Béarn, dans le sud-ouest. Ils sont arrêtés, amenés à Drancy, d'où ils sont déportés, et ils meurent. Et la famille s'éteint. Et le père, fou de chagrin, enfin il le fait dans les années 30, puisqu'il a encore sa fille, perdant son fils, donne son appartement à condition qu'on ne touche à rien. Il le donne en fait à ce qui est maintenant le musée des arts décoratifs. Et vous pouvez aller visiter, il y a les photos de Nissim de Camondo. Et moi j'ai tenu à rendre hommage à cet homme qui est l'exacte description de ce que pourrait être un citoyen français très aisé, qui peut échapper à la conscription et qui décide de s'engager pour la France. Et qui meurt pour la France. Et ce qui m'a toujours bouleversé, c'est que Nissim de Camondo et Lucien Desessarts d'ailleurs, qui meurt un 5 septembre, le 5 septembre ne vous laisse pas de marbre. Normalement, le 5 septembre, vous devrez réagir. Qui est mort le 5 septembre 1914 ? Charles Péguy. Charles Péguy meurt le 5 septembre 1914. Et c'est quelque chose qui m'a, moi, toujours beaucoup touché. C'est à la grande synagogue de la Victoire, grande synagogue du consistoire de Paris, ces 4 immenses plaques de granit, immenses, 4. Elles font pratiquement, l'écran que vous avez derrière moi. 4 immenses en granit gris, avec tous les noms des soldats, des officiers juifs de la communauté de Paris morts pour la Première Guerre mondiale. Dedans, il y a évidemment Nissim de Camondo. Mais en face, il y a le monument aux morts lui-même. Et à côté, juste à côté, il y a une petite plaque qui dit « À la mémoire de Charles Péguy, mort le 5 septembre 1914, son épouse Charlotte a tenu à ce que son nom soit associé à celui des Israélites morts comme lui pour la France. » Et lorsque l'Assemblée générale du consistoire m'a fait l'immense honneur de m'élire à la fonction de grand-main de France, il a fallu prendre une photo.
Paris Match m'a demandé de faire un papier, une photo. Le seul endroit que j'ai exigé, faites ce que vous voulez, c'est devant ce monument et devant cette plaque. Parce que je pense que là, il y a le symbole de l'engagement du judaïsme pour la France. Le consistoire, l'organisme qui gère le judaïsme français, a pour devise religion et patrie. Et c'est bouleversant de se dire que cet engagement s'est construit depuis toujours. Depuis les soldats de l'an 2, depuis les soldats de Napoléon. Est-ce que vous savez par exemple que, ça fera plaisir aux padrés, dans l'armée de Dombrowski, qui défend le duché de Varsovie, le 5 mai 1809, meurt un homme qui s'appelle Berek Yoselevitch. Berek Yoselevitch, c'est un soldat de l'empereur qui est allé s'engager dans l'armée de Dombrowski et il commande ce qu'on appelle le régiment des barbus. 200 juifs pratiquant, respectant le Shabbat, qui ne combattent pas le Shabbat. Tous barbus et qui mangent cachère. Je ne garantis pas à mon père que tous les chevaux soient circoncis. Mais en tout cas, ça c'est sûr qu'il y avait cette reconnaissance de ce que Berek Yoselevitch, en étant totalement juif, dans sa pratique, a été totalement fidèle à la France, était colonel de l'armée de Napoléon, la grande armée, et ensuite s'est engagé avec Dombrowski après avoir fait toute la campagne de Dombrowski. Il est mort donc le 5 mai 1809. Tout au long de notre histoire, le judaïsme s'est engagé pour défendre la France. Lorsque le grand Sanhédrin répond à la question de Napoléon, le sacrifice des soldats de la Première Guerre mondiale, c'est cette réponse-là. Lorsque le grand Sanhédrin répond à Napoléon qui demande « Si vous devez combattre pour la France, le ferez-vous » Et le grand Sanhédrin répond, avec à sa tête le grand rabbin David Sinzheim, « Oui, jusqu'à la mort ». Eh bien, les noms des 4 immenses plaques de granit de la grande synagogue de la Victoire et les noms de toutes les plaques commémoratives dans les synagogues de France sont l'écho de ce oui jusqu'à la mort. Et c'était quelque chose de profondément révoltant pour les communautés de ne pas avoir cette possibilité d'être perçu comme quelqu'un qui s'engage pour son pays. Kaplan, le grand rabbin Kaplan, va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il est mobilisé en 14, comme toute sa classe d'âge. Il est élève à l'école rabbinique. Il est mobilisé, il part. En 1915, il est dans les camps. Il est avec le 411e régiment d'infanterie, un régiment composé, raconte-t-il, de Bretons et de nordistes. Des gens, oui, armoire bretonne. Les nordistes, c'était plutôt des gens qui piochaient, qui creusaient. Et ils s'arrangent avec eux. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, je ne creusais pas, mais je m'occupais de l'eau, du courrier, je m'occupais de tout. Et il se crée une vraie fraternité, une véritable fraternité. Il est blessé 2 fois. Et en 1915, j'ai vu la lettre. En septembre 1915, le grand rabbin de France, Israël Lévy, écrit au jeune soldat, Kaplan, Jacob. Il y a un poste d'aumônier libre sur un bateau hôpital dans les Dardanelles. Est-ce que vous voulez prendre le poste? Et à l'époque, aumônier, ça voulait dire une ordonnance, le grade de capitaine et les avantages qui vont avec la vie d'officier. C'est quand même plus simple, surtout sur un bateau hôpital dans les Dardanelles, que ce qu'a fait Kaplan. Kaplan était au Morum, au Chemin des Dames, il était à Verdun. Enfin, il a fait toutes les grandes campagnes de l'armée française. Et il refuse. Il refuse au grand rabbin de France en disant « Je ne veux pas être un planqué ». Il s'est dit, si on me voit partir, on ne va pas dire c'est Kaplan qui a trouvé un moyen de venir servir autrement, de devenir aumônier. On va dire les Juifs sont planqués. Et il refuse. Il reste avec ses camarades. Ses camarades ne le sauront jamais, ils le sauront que beaucoup plus tard, quand il est décoré, et que ça apparaît dans son dossier militaire. Et donc, le général qui lui remet, je crois, l'Ordre national du mérite, oui, je crois que c'est commandeur de l'Ordre national du mérite, raconte cela, et ses camarades du 411 apprennent cela. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Et c'est extraordinaire, et c'est en cela que votre exposition est merveilleuse. C'est merveilleuse et terrible. C'est que c'est la même chose des 2 côtés. Je vous engage à lire un livre bouleversant qui s'appelle « Qu'il est doux et agréable de mourir pour sa patrie »
d'un bonhomme qui s'appelle Avi Primor. C'est l'histoire de deux soldats, un français, un allemand, deux juifs, confrontés tous les deux à de l'antisémitisme, mais confrontés à leur désir absolu de servir leur patrie en tant que soldats. Et chacun des deux vit des aventures, mais je ne vous dis pas la fin, parce que je ne veux pas déflorer la beauté de ce livre. Mais c'est quelque chose de touchant, parce qu'on voit des deux côtés de la frontière, ce que malheureusement on ne pouvait pas voir dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque les Juifs étaient rejetés de ce temps d'engagement pour leur patrie, ce qu'on doit respecter aussi. Mais pendant la Première Guerre mondiale, il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cet engagement pour la patrie de chacun des côtés. Et il m'a été donné de vivre une cérémonie assez merveilleuse, et je voudrais juste conclure avec cela, pour peut-être, si vous le permettez, ouvrir un débat. Même si je sais qu'ici, l'opposition a toujours la parole, de manière parcimonieuse. Mais peut-être qu'on pourra laisser nos amis poser quelques questions, et puis surtout entendre le général Ross qui nous dira aussi quelques mots. Il m'a été donné de vivre une cérémonie incroyable. Pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, je vous l'ai dit, les Juifs s'engagent pour leur patrie. Les Juifs français s'engagent pour la France. Mieux, les Juifs étrangers résidant en France s'engagent dans la Légion étrangère. Les combats de Carency, n'oublions pas cela. Ils ont tenu seuls, Carency c'est vers Arras, ils ont tenu seuls le front. C'était des temps incroyables. Regardez les cimetières de Notre-Dame de Lorette et vous saurez le nombre de morts de ces combats. Avec, j'ouvre une petite parenthèse qui me fait mal parce que c'est comme ça, avec le seul endroit où c'était avéré des actes antisémites qui ont été avérés. C'est étonnant que les seuls fusillés soient tous des juifs. Mais bon, les étrangers, les juifs étrangers se sont aussi engagés pour la France. Pour être ce qu'on appelait, avec une si belle formule, des Français par le sang versé. Et donc, les soldats juifs s'engagent de chaque côté. Pendant la guerre, un soldat allemand s'engage, combat, et il meurt. Il meurt vers Sissonne. Alors, la grande différence entre les cimetières militaires français et les cimetières militaires allemands, moi j'ai l'honneur d'être vice-président du Souvenir français. On s'occupe des tombes des soldats morts pour la France. Vous connaissez nos grands cimetières avec ces croix blanches ou ces stèles juives ou ces stèles musulmanes blanches. Les cimetières allemands, avec l'entretien en France fait par le VDK, sont avec des tombes noires, des croix noires. Et donc les soldats meurent, puis il y a l'armistice, puis les Allemands reconstruisent un État, décident de faire ces grands cimetières militaires comme les nôtres, et près de Sissonne, je ne sais pas si vous voyez où est Sissonne, enfin, les militaires savent évidemment, mais c'est dans ouais, c'est exactement, c'est entre Reims et Laon. Oui. Ils décident de mettre les corps, les croix et les plaques. Entre-temps, les nazis prennent le pouvoir en 1933, et c'est un scandale de mettre le nom d'un soldat juif dans les plaques, puisque la doxa nazie, c'est les juifs n'ont pas combattu. Ils ont poignardé, et vous avez une illustration très jolie quand on entre à droite, enfin, face à nous, les juifs ont poignardé le vaillant soldat allemand qui essayait de combattre, ils l'ont poignardé dans le dos. Donc il ne peut pas y avoir de soldat juif qui a combattu, et qui soit mort surtout, pas possible. Donc ce soldat disparaît. 80 ans plus tard, sous une pluie diluvienne, il y a une cérémonie bouleversante dans laquelle, avec un piquet d'honneur français et un piquet d'honneur militaire, on a remis son nom sur le monument aux morts allemand pour que, symboliquement, son nom soit associé à celui de ses camarades morts comme lui pour leur pays. Et finalement, c'est ce que l'Europe nous donne à faire. Parce que l'Europe, elle a commencé à se construire là, dans ces combats, où on a compris qu'on s'étripait littéralement en oubliant une espérance partagée, une espérance commune. Et vous connaissez tous ce film bouleversant, basé sur un ouvrage merveilleux, Joyeux Noël. Tous les régiments qui ont participé à ce temps de fraternité en décembre 14
ont été dispatchés dans d'autres endroits. Parce que l'autorité militaire ne pouvait pas accepter ce qui avait été fait par les citoyens d'une certaine manière. C'est cet élan l'un vers l'autre que cet énorme massacre de la Première Guerre mondiale qui a montré l'engagement de la nation pour se construire ensemble. N'oublions jamais que c'est après la guerre de 14 qu'il peut y avoir une sorte d'apaisement quant à la laïcité, puisque c'est en 21 qu'il y a des échanges de lettres entre la France et le Vatican pour apaiser les inventaires, la loi de 1905, d'abord la loi de 1905, les inventaires, etc. Donc ce temps de déchirure profonde de la France et de l'Europe a été aussi un temps où on commençait à se construire des utopies, qui s'appelait d'abord la SDN, qui a montré ses limites, puis l'ONU, qui peut-être pourra apporter, en tout cas l'ONU et pas l'UNESCO, qui pourra apporter une espérance partagée. Et je crois que finalement, si vous permettez, cher monsieur le maire, en conclusion, une petite parole de Bible, c'est quelque chose qui est assez bouleversant, parce que samedi dans les synagogues, on lisait la naissance d'Ésaü et de Jacob. Ils ont le même père et la même mère, la même histoire, le même environnement, la même éducation, et pourtant l'un est différent. Parce qu'il y a aussi de l'inné. Il y a aussi ce qu'est chacun. Mais leur destin, c'est d'être ensemble. Et il nous a fallu du temps pour comprendre ça en Europe. Notre destin, c'est d'être ensemble. Et je crois que cette idée-là d'une fraternité à construire, plutôt que de la faire dans les tranchées, de la faire dans la sérénité de la paix, c'est la grande leçon qu'on a tirée de cet engagement des Juifs qui ont construit la France, qui continuent à construire la France, en y instillant de l'espérance, de l'engagement, cette fraternité, cette volonté de liberté, ce goût de l'égalité, ce goût du partage, cette volonté du partage. Eh bien, voilà la leçon de ces hommes qui ont cru en la France plus qu'en leur vie et dont le sacrifice nous permet, nous, aujourd'hui, d'une certaine manière, de vivre libre et de vivre dans ce souvenir qu'on peut tout perdre si on n'est pas capable de construire des choses ensemble, construire des ponts ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous, avant d'engager, si vous le permettez, cher monsieur le maire, un échange, un débat avec la salle. Philippe. Bon. Monsieur le maire, monsieur le grand rabbin, merci pour ton intervention. Effectivement, les temps sont troublés actuellement, et pas uniquement parce que les sondeurs se trompent à tout va et que certains perdent même des référendums, mais actuellement nous avons énormément de troupes engagées. Depuis 20 ans, on n'a jamais eu autant de troupes engagées. 30 000 hommes au quotidien sont engagés, que ce soit en Afrique, en Arabie ou sur le sol français. Nous avons encore 7 000 hommes qui sont engagés au quotidien. Donc le maître mot effectivement qui fait résonance à cette conférence, c'est l'engagement. Et cet engagement que nous menons, nous, au sein de nos forces armées, et nous avons besoin des jeunes qui s'engagent dans une volonté unique et qui balayent les forces et les faiblesses des uns et des autres, pas un nivellement par le bas, mais une élévation qui combatte les différences sociales et culturelles et cultuelles. Là où il y a un chemin, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue le week-end dernier. J'étais à une bar mitzvah, et puis j'ai une dame qui vient me voir. Marie avait un fort accent allemand. Et cette dame me parle de son fils, 17 ans, passionné d'aviation. Et elle me dit, voilà, ça fait 2 ans qu'il fait des heures de vol, et il est assez bon en maths, il voudrait s'engager dans l'armée. Donc on parle, je dis oui, pas de problème, je lui raconte la vie de nos pilotes. Et au bout d'un quart d'heure, elle me dit, oui, mais son prénom c'est Ezra. Est-ce que Ezra, c'est pas un frein pour qu'il puisse rentrer dans l'armée de l'air? Donc là, en fait, c'est pas le jeune. J'ai dit à cette maman qui m'appelle, qui vient de me voir, et donc on a pris rendez-vous. Mais c'est bien la maman qu'il fallait convaincre que être juif n'est pas un frein à rentrer dans nos institutions. Ce qui compte, c'est l'engagement. C'est son engagement à lui, naturellement, soutenu par sa famille, qui ne reste pas bloqué sur des a priori qui existent peut-être, mais pas plus dans nos armées qu'ailleurs dans la République. Donc l'engagement.
Merci Ryan. Ouais. Juste avant peut-être de donner la salle, je trouve que très, très juste cette question. J'aurais pu citer beaucoup de... Je pourrais faire ça, vous citer tous les grands soldats. Pensez que l'armée de l'air naissante, l'arme aérienne naissante en 14, est révolutionnée. Pourquoi on a le dessus, y compris sur le Baron Rouge et sa fameuse escadrille rouge avec von Richthofen, Göring, etc. Pourquoi nos as sont plus forts? Grâce à un homme qui s'appelle Marcel Bloch, qui invente une hélice révolutionnaire. J'ai une de mes amies que j'aime profondément, qui un jour s'appelle Dassault. Et quelqu'un lui dit Dassault, ça s'écrit comment? Elle répond B-L-O-C-H. Je trouve que c'est magnifique. Ça, votre mère aurait pu faire ce genre de blague. Et ça, non, mais c'est vrai, je trouve que c'est magnifique. Marcel Dassault, et là, personne ne se pose la question pourquoi? J'étais au centenaire de l'entreprise Dassault, il y a quelques mois, il y a un an à peu près de ça, au Grand Palais. C'était bouleversant de voir l'engagement de cet homme, y compris lorsqu'il est en butte, dans les années 40, il est en butte à l'antisémitisme clair de certains, puisqu'il est arrêté, emprisonné, je crois qu'il est il est à Buchenwald. Il est à Buchenwald et sauvé par Marcel Paul, mais cet homme, dans son inventivité, produit quelque chose qui est vital pour nos armées. Bon, on pourrait continuer longtemps, mais c'était très juste, c'est très important de rajouter cela. Juste, puisque j'ai parlé d'Ezra, posez-vous juste la question de ce qu'a fait Alfred Dreyfus pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, il a demandé à être mobilisé. Et avec le grade de lieutenant-colonel, parce que ça me rend hystérique chaque fois qu'on parle du capitaine Dreyfus, il était capitaine le temps de son affaire. Le 13 juillet de 1906, au moment où il est réhabilité, il récupère sa Légion d'honneur et il devient commandant. Ensuite, il devient lieutenant-colonel. J'ai jamais vu qu'on appelle un général le capitaine. Donc il est colonel, on l'appelle colonel pour l'instant, même si j'œuvre autant que faire se peut pour qu'un jour la France lui restitue ses 12 années de progression de grade qu'on ne lui a jamais rendues et qu'on fasse de lui un général à titre posthume. En attendant, Dreyfus s'engage dans la défense de Paris. Donc, c'est vous dire, l'homme dont on aurait pu comprendre qu'il se dise, moi, je n'ai plus rien à voir à faire avec l'armée et la défense de la France, c'est bon, j'ai donné. Cet homme, symbolisant l'engagement total du judaïsme, cet homme s'engage pour la défense de la France. Un de ses fils meurt, et repensez à la lettre de Pierre Masse. Pierre Masse envoie en 1941 à Pétain: dois-je retirer sa Légion d'honneur à mon fils mort au chemin des dames? Dois-je retirer sa Légion d'honneur à mon neveu? Et il fait toute cette lettre incroyable où il montre cet engagement jusqu'à la mort des Juifs, y compris ceux qui auraient pu douter. Ils n'ont jamais douté de la France. Voilà, maintenant je vous laisse diriger le débat. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Alors, juste à propos d'Alfred Dreyfus, je voulais quand même vous préciser que la ville et son maire ont inauguré en 2006 un square Alfred Dreyfus qui est juste à côté. Et c'est tout à l'honneur de notre ville et je remercie évidemment beaucoup monsieur le maire. Nous avons aussi la chance ce soir d'avoir monsieur Ivo Goldstein, ambassadeur de Croatie en France, qui est aussi écrivain, historien. Merci beaucoup, qui va nous parler quelques minutes. Je salue aussi son épouse qui est dans la salle, qui va nous parler aussi quelques minutes des Juifs dans la Première Guerre mondiale sur les territoires de l'ex-Yougoslavie. Et après, évidemment, nous passerons aux questions-réponses très nombreuses que vous avez certainement. Merci Alain, merci monsieur le maire, monsieur grand rabbin, monsieur Rabbin. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais ajouter quelques informations sur la situation de la communauté juive dans le territoire de l'ex-Yougoslavie. Comme vous savez très bien, Croatie était partie de ce pays qui est disparu il y a 25 ans. À cette époque, alors, juste pour ajouter quelques informations pour vous montrer que la situation, la position de la communauté juive pendant la Première Guerre mondiale
était en fait assez similaire à celui-là de la communauté juive en France. Il y avait presque les mêmes questions. La loyauté, antisémitisme. On avait, comme avant la Première Guerre mondiale, le territoire de l'ex-Yougoslavie était partagé entre l'Empire, l'Autriche-Hongrie et le royaume de Serbie. On avait les Juifs dans deux côtés de front. Alors, il y avait des Juifs à l'un côté et à l'autre côté. La loyauté n'était jamais en question. Mais on avait aussi les Serbes dans deux côtés de front. Vous avez des Serbes de Croatie qui étaient engagés dans l'armée croate contre les Serbes de Serbie. Alors, c'était pas la position des Juifs n'était pas exclusive à cette époque. Alors, je peux dire aussi, comme Rabin Kosia a dit, chaque famille était touchée. Et la communauté juive a enduré tous les efforts comme d'autres citoyens. Avec le commencement de la guerre, de nombreuses activités de la communauté juive ont été arrêtées. Par exemple, le lieu de l'école juive à Zagreb ont été utilisés par l'armée vite après le début de la guerre. Au lieu de faire la broderie ou le tricotage, les élèves ont été engagés de produire les habits pour les soldats. Plus tard, ils avaient fait le sac de sable pour les besoins de la guerre. Beaucoup parmi eux se sont engagés dans le bénévolat durant la guerre. Beaucoup d'entre eux ont été mobilisés. Beaucoup d'entre eux ont été mis en captivité et n'ont pas donné leurs nouvelles pendant des années, et pourtant ils étaient vivants. Beaucoup d'entre eux sont disparus. C'est au mois de mai de 1920, alors 2 ans, presque 3 ans après la guerre, quand la famille Weiser de Zagreb a eu enfin l'information que leur fils et frère Isidore se trouve en Russie. C'est en fait comme la guerre a terminé en Russie en 1917, alors c'est 3 ans après la guerre. Par rapport de notre temps, quand nous avons les portables, c'est assez incroyable, mais quand même, c'était la réalité de la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'entre eux ont été tués dans la guerre. Au cimetière juif à Zagreb, il y a le sépulcre des soldats juifs tombés dans la Première Guerre mondiale, et ce ne sont pas les juifs croates ni les juifs bosniaques. Évidemment, on a essayé de trouver les racines de ces jeunes gens. Évidemment, il s'agit pas des juifs d'autres, il s'agit des juifs d'autres parties de l'Autriche-Hongrie qui ont été transportés de front aux hôpitaux de Zagreb où ils sont décédés. Le rôle des soldats juifs dans l'armée d'Autriche-Hongrie et du royaume de Serbie ne peut pas être séparé de la position des juifs dans les pays respectifs. Alors, de nombreux juifs serbes, en grande majorité les séfarades, il faut souligner ça, se sont combattus courageusement dans l'armée serbe, dans la guerre, et leur loyauté n'était pas mise en question. Sur le territoire d'Autriche-Hongrie, les séfarades n'étaient majorité qu'en Bosnie-Herzégovine. Et eux, ils étaient considérés, les séfarades, bien intégrés grâce à presque 400 ans de vie sur ce territoire. Tout cela n'était pas le cas pour les Juifs ashkénazes en Croatie, Slovénie, en Voïvodine. Voïvodine, c'est le partie nord de la Serbie d'aujourd'hui, notamment pour ceux qui ont été nés, ou c'était la première, peut-être deuxième génération dans ces pays, parce qu'ils avaient été vus comme encore étrangères, différents de la majorité dans un milieu majoritairement croate ou serbe, voire catholique ou orthodoxe. Par exemple,
Durant le Reichsrat, c'est de l'Empire, Parlement de l'Empire Autriche-Hongrie à Vienne, les représentants de Juifs étaient plaints d'un traitement souvent offensant vis-à-vis les soldats juifs, de la moquerie, de la négligence, de les surnommer disgracieusement, etc., etc., pendant la guerre. Cette idée que les Juifs sont vus comme encore étrangers était encore plus fort après 1918, après la création de la Yougoslavie. Et ça, c'est lié avec la question qui était posée pendant l'affaire de Dreyfus 20-25 ans avant. Mais en France, vous avez, je ne peux pas dire bien résolu la question, mais quand même, vous avez commencé. Une partie des Juifs ashkénazes de Croatie et de Voïvodine, même mobilisés, avaient fait leur service militaire loin du front, en exerçant les hautes fonctions, grâce surtout à leur éducation. D'où le préjugé traditionnel antisémite que les Juifs sont privilégiés, encore une fois. Et c'était la question qui était posée pendant la guerre. Mais de terminer avec ce sujet, on avait l'impression pendant la guerre en Serbie qu'il y a antisémitisme en Serbie parce que les Juifs, les séfarades là sont bien intégrés. Mais dans les années 30, lorsque la rage antisémite qui était incitée par les nazis s'est tournée aussi contre les séfarades en Serbie et en Bosnie, il était clair que le mantra sur les Juifs serbes intégrés à la merveille et sur l'inexistence de l'antisémitisme en Serbie n'était qu'une chimère. Voilà, merci beaucoup. Nous allons passer aux questions-réponses. On a à peu près 20 minutes de questions-réponses. Il y a Madame. Il y a un micro. On a un micro parce qu'on est enregistré. Merci beaucoup, Chantal Marche, vous m'entendez? Chantal Melamed. Donc, je voulais tout d'abord remercier Monsieur le maire et le conseil municipal d'avoir invité Monsieur le grand rabbin et tous ces invités prestigieux. J'ai été beaucoup touchée par votre intervention, Monsieur le grand rabbin. Je l'ai trouvée effectivement très fraternelle, mais aussi très ouverte sur l'avenir. Et je voulais préciser un point qui est le suivant. La communauté juive est toujours dévouée à la France, quoi qu'on en dise. Et mes coreligionnaires, pratiquants ou moins pratiquants, récitent tous les samedis matins une prière pour la France qui est très belle et dont mon ignorance liturgique m'empêche de prononcer le texte, mais qui dit vraiment que la communauté juive fait partie intégrante de la France et lui est dévouée. C'est très juste. Et je vais vous dire ce qui est encore plus amusant. Je parlais tout à l'heure de Jacob et Ésaü. Ce qui est incroyable, c'est que les rabbins français, un peu comme les rabbins allemands d'ailleurs, les rabbins français expliquent, font des textes, sortent des textes pendant la guerre de 14 incroyables, de patriotisme, et ils disent la France, c'est le Jérusalem biblique, c'est Israël biblique, et l'Allemagne, la Prusse, l'Allemagne, c'est Babel. Mais ce qui est marrant, c'est que les rabbins allemands, ils disent exactement l'inverse. Ils disent que nous, parce que nous, en français, on serait Babel. On ne peut pas être Babel. On parle une langue, et encore difficilement. Donc on peut pas... Mais c'est marrant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Et j'ai des textes, j'ai des ouvrages sur les sermons des rabbins pendant la guerre de 14, qui sont au moins aussi bellicistes que les sermons des prêtres pendant la guerre de 14, qui poussent les soldats à mourir pour la France, à aller tuer des boches, voilà. Mais c'est parce qu'il y a une sorte de convergence, c'est ce Kaplan appelait ça comme ça, une convergence de la vocation portée par le judaïsme et de la vocation portée par la France. N'oublions pas quand même que liberté, égalité, fraternité, ça se retrouve parfaitement dans la Bible. Et il y avait un petit décalage quand même en Allemagne, parce que ce n'était pas la même intensité. Vous avez raison de rappeler cette prière pour la République, qui
à l'époque de la Première Guerre mondiale, se fait depuis le roi Louis XIV. Et elle se fait en réalité depuis le prophète Jérémie, qui disait « Priez pour la paix du royaume où vous êtes, car de sa paix dépend votre paix. » Et c'est l'honneur du judaïsme français que de réciter tous les samedis dans les synagogues cette prière qui rappelle à la fois nos prières pour le bien-être et le bonheur de la France, notre reconnaissance envers les soldats et les forces de l'ordre dont le courage, la ténacité et les forces morales sont notre honneur. Et ça se fait dans toutes les synagogues, vous avez raison de le rappeler. Monsieur le Rabbin, merci. Vous avez évoqué Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus, à la dégradation de Dreyfus dans la cour des Invalides, il y avait un journaliste extrêmement célèbre qui s'appelait Théodore Herzl. Et quand il a vu ça, il a dit il faut absolument que les Juifs aient un État. Donc l'État d'Israël est une aventure intellectuelle au départ qui a été initiée par un homme qui a vu la dégradation de Dreyfus ici en France, donc à la cour des Invalides. Et tout est parti de là, le congrès de Bâle et ainsi de suite. Vous voyez comment les répercussions de l'histoire ont aujourd'hui des résonances absolument extraordinaires. Bon, c'était la cour de l'école militaire, pas des Invalides, mais c'est pas grave, c'est juste à côté. On fera cadeau les 2 stations de métro qu'il y a entre les deux. Mais vous avez raison, et en même temps, Lévinas disait, Lévinas qui était en Lituanie, a raconté que son père, en 1898, donc l'acmé de l'affaire Dreyfus, disait, en Lituanie, que je ne pense pas être un pays des plus libéraux pour le judaïsme, il disait, un pays qui se déchire pour l'honneur d'un pauvre petit capitaine juif est un pays où les juifs doivent aller vivre. Donc, l'affaire Dreyfus a initié, disons, a cristallisé un moment les attentes et les espérances bimillénaires du judaïsme. Mais sans jamais, c'est très fort, sans jamais s'éloigner de la vocation spirituelle aussi portée par la France. Avec monsieur, on va élever le débat. Bonsoir. Je veux simplement rappeler une citation de Marcel Dassault et de son architecte exceptionnel qui était un habitant d'Issy-les-Moulineaux. Il s'agit d'Antranik Ekimian. Et Antranik Ekimian dit à Marcel Dassault, vous êtes un grand avionneur. Et Marcel Dassault lui dit, comment toi, Antranik, tu me poses cette question quand tu as au sein de ta communauté un équivalent à mes connaissances en parlant de Migoyan. Arthur ne sait rien. Je n'ai qu'une chose à vous dire, Shonora Grem. Ça marche. Oui, monsieur le grand rabbin, je voulais vous poser la question suivante. Oublions la minable polémique zémourienne sur Pétain et les Juifs. Et donc, comment expliquez-vous que le vainqueur de la guerre 14-18, le maréchal Pétain, qui sait combien de Juifs ont participé à cette guerre, comment donc peut-il oublier leur sacrifice en les livrant, en signant le statut des Juifs le 7 octobre 40 à la barbarie nazie? Bon, je pourrais vous répondre très simplement. Il le sait évidemment, d'autant plus que son aide de camp s'appelle Elbronner et il ne bougera pas le petit doigt pour le sauver de la déportation. Je crois que la réponse est simple. D'abord, on a vu, c'est Klarsfeld a trouvé un document il y a 4 ans qui démontre que ce statut n'a pas été imposé par l'ennemi, par l'occupant. C'est lui qui rajoute quelque chose. Donc, sa culpabilité est immense. Peut-être qu'il faut aller chercher la réponse dans ce que disait le général de Gaulle sur le fait que la vieillesse est un naufrage. Pardon, vous avez raison. C'est indulgent. C'est trop indulgent. Parce que c'était le même qui était ambassadeur auprès de Franco.
Non, après, mais donc avant la guerre, il était auprès de Franco, où il n'a pas manifesté une telle volonté de s'opposer ou de dire quelque chose. Son enjeu, c'est de revenir en France. Je pense que ça c'était porté par un vieux fond maurassien qui percolait dans la société française et contre lequel il y a toujours eu des anticorps qui ont permis de bloquer cela, qu'on le veuille ou non. Et je suis contre, je ne partage absolument pas la théorie d'un ZF Sternel, par exemple, qui verrait dans la société française une permanence de la pulsion fasciste. En France, il y a au contraire cette pulsion de la fraternité. Mais il y a des moments de bascule. Parce qu'au moment où Pétain fait le statut des Juifs, il y a des justes qui se lèvent. Monseigneur Théas à Montauban, Monseigneur Saliège à Toulouse, le pasteur Trocmé au Chambon, le pasteur Bognert dans le désert en août 42. Il y a une façon toujours de lutter contre cela. Et c'est la grande différence de la société française où il n'y a pas un unanimisme. En fait, écoutez, en avril 1944, il y a 1 million de Français qui défilent à peu près sur les Champs-Élysées pour soutenir Pétain. En août 1944, il y a 1 million de Français qui défilent à Paris. Mon idée, c'est qu'il y a que les 4 premiers rangs, ou peut-être les 3, qui sont différents. C'est les mêmes. Henri Amoureux avait écrit un livre formidable qui s'appelait 40 millions de pétainistes. Y compris, disons-le, mon éminent prédécesseur, le grand rabbin Isaïe Schwartz, est convoqué. Il est convoqué chez Kaplan, comme le disait madame, chez Pétain. Il est convoqué chez Pétain, il est à Vichy. Kaplan est à Vichy. Il est grand rabbin auxiliaire, grand rabbin de France auxiliaire. Donc, Isaïe Schwartz, le grand rabbin de France en exercice, est convoqué chez Pétain. Il lui dit, c'est un scandale. Vous priez pour la République, je veux que vous priez pour le maréchal. Ben oui. Schwartz sort et dit, il faut prier pour le maréchal. Kaplan s'y oppose. Et je vais vous dire, les conséquences sont assez étonnantes. Je travaille sur la biographie du grand rabbin Kaplan. Je suis un jour dans les archives du consistoire. Alors vous savez comment c'est dans les archives. Des petites pièces, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire de bruit. Et en face de moi, il y a un brave bonhomme qui est en train de regarder des actes de mariage, il compile. Bon. Je trouve un document, je souris, je ris. Alors, je dérange, pardon, je viens de voir un document assez émouvant. Ah oui, il me dit, c'est quoi? Et je lui dis, je viens de voir un compte rendu des registres des réunions du consistoire, donc on est pendant la guerre, et ils disent qu'on décide de continuer la prière pour la République. Et là, le bonhomme devient rouge, et il me dit, mais vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait? J'y étais, moi. Alors, ils ont mis nos vies en danger. Donc ce que nous percevons comme un acte héroïque, d'autres pouvaient le prendre comme une folie absolue. Donc il y avait un grand mouvement autour de Pétain, de ce qu'il incarnait. Mais il y a eu les justes, et il y a eu cette France que De Gaulle a qualifiée de la France des marins de l'île de Saint. Il a eu une phrase magnifique, et des juifs. Il a dit, j'ai appelé la France des cathédrales, c'est la France des synagogues et les pêcheurs de l'île de Saint qui m'ont répondu. C'est que c'était un problème pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cassin, par exemple, refuse d'être nommé garde des Sceaux. Il dit à De Gaulle, je veux pas qu'on... Déjà comme ça, Radio Paris expliquait partout qu'autour de Gaulle, il n'y avait que des juifs. Et il n'utilisait pas le mot juif, c'était trop poli pour eux. Mais donc Cassin refusait de prêter le flanc à ça. Mais c'est vous dire qu'il y a quelque chose de très profond contre lequel le sacrifice des Juifs pendant la Première Guerre mondiale a été inopérant. Mon père, vous diriez chez vous ite missa est, c'est ça? On ne le dit plus tellement. Vous dites plus? Ça revient au même. Ça revient au même. Bénissons le Seigneur. Ah ben bénissons-le. Parce que comme le dit le psaume 133, si ça ne dérange pas notre mère de citer un psaume, qu'il est bon et agréable que les frères résident ensemble. Voilà, psaume 133. Je l'ai cité hier pour les journées paroissiales à Saint-Pierre. Eh ben formidable. Voilà. Pardon, mon père, 133. Ah oui, ça dépend. Vous avez raison. Non. Les catholiques n'ont pas la même numérotation. Voilà, non mais c'est...
C'est la Vulgate, ma version. Principal, c'est que le Farman, ce soit bien un Farman 40. Les éditions modernes vous donnent raison. Ah, écoutez, on pourrait le dire en hébreu, et vous le dites en latin. Inematov umanaim shevet achim gam yachad. Voilà, on est tous d'accord. Monsieur le maire, peut-être le dernier mot. Merci beaucoup. Merci en tout cas beaucoup, monsieur le grand rabbin. On peut vraiment encore vous applaudir. N'oubliez pas l'exposition 1914-1918, les Juifs dans la tourmente, toute la semaine. Et on remercie évidemment nos amis de Meudon qui, toute la semaine, vont se mobiliser pour que cette exposition soit un succès. Faites venir vos amis, faites venir votre famille. Monsieur le maire vous invite effectivement au salon Élysée à un buffet pour clôturer ce verre de l'amitié. Et je précise que ce buffet est cachère. Merci beaucoup et bonne soirée.